Les médecins ne lui donnaient plus que 2 heures à vivre. Le bébé millionnaire, la fille muette de la femme de ménage l'a touché et il a guéri. Le silence de la mort et le contact interdit. Le son était monotone, froid, une sentence de mort rythmique qui emplissait la chambre 402 de la clinique privée en bordure de la vallée de la Loire. Bip, bip. Il n'y avait aucun espoir dans ce son, seulement un compte à rebours. L'air sentait l'antiseptique industriel et le désespoir contenu. Au centre de la salle, entouré de machines coûtant plus cher qu'une maison moyenne, gisait Léo. C'était un bébé si petit qu'il semblait perdu dans les draps blancs amidonnés. Sa peau avait ce ton grisâtre, presque translucide, de celui qui a déjà commencé à faire ses adieux au monde. Des tubes en plastique transparent sortaient de son nez et de sa bouche, le reliant à des respirateurs qui gonflaient sa poitrine artificiellement, un mouvement mécanique dépourvu de vie propre. Le docteur Jean-Pierre, chef de pédiatrie, ajusta ses lunettes avec des doigts tremblants. Il exerçait la médecine depuis 30 ans. Il avait vu des miracles et des tragédies, mais ceci était différent. Il regarda l'horloge au mur. 14 heures. Selon les dernières analyses, le cœur de l'héritier des Valois ne résisterait pas au-delà de 16 heures. 2 heures. C'était tout ce que l'argent de Stéphane Valois pouvait acheter. 120 minutes d'agonie. Jean-Pierre soupira, vaincu, et sortit un instant dans le couloir pour demander aux infirmières de préparer les papiers du décès, laissant la porte entr'ouverte par une négligence fatale ou peut-être par une intervention divine. C'est alors que la petite ombre se glissa à l'intérieur. Elle ne devait pas être là. Personne ne l'avait vu passer le strict contrôle de sécurité. C'était Chloé, la fille de l'employé de ménage. Une fillette de 6 ans aux cheveux blonds en bataille et vêtue d'une petite robe en coton usé, trop courte aux manches. Ses chaussures, vieilles et éraflées aux pointes, ne faisaient aucun bruit sur le linoléum brillant. Chloé ne parlait pas. Le monde lui avait volé sa voix il y a longtemps, mais ses yeux bleus, grands et profonds, hurlaient une compréhension qu'aucun adulte dans cet hôpital ne possédait. Chloé s'approcha de la couveuse ouverte. Pour elle, les câbles n'étaient pas des instruments médicaux, c'étaient des chaînes qui entravaient le bébé. Elle ne voyait pas la maladie, elle voyait la solitude. Avec une innocence qui glaçait le sang par le danger qu'elle représentait, la fillette monta sur le petit marchepied métallique destiné aux infirmières. Elle se pencha sur Léo. Le moniteur cardiaque suivait son rythme lent, vacillant. Bip. Bip. Chloé tendit la main. Ses doigts étaient petits, avec des ongles courts et un peu sales d'avoir joué avec la terre dans le jardin de la clinique pendant que sa mère travaillait. Elle ne connaissait rien aux bactéries ni aux systèmes immunitaires effondrés. Elle savait seulement que le bébé était triste. Lentement, avec une délicatesse absolue, Chloé toucha le bout du nez du bébé avec son index. Le contact fut électrique. À cet instant précis, le docteur Jean-Pierre revint sur le seuil de la porte, un café qu'il venait de prendre au petit bistrot de l'hôpital à la main. La tasse lui glissa des doigts, éclatant contre le sol et éclaboussant le liquide brûlant partout. Mais il ne sentit même pas la brûlure. Ses yeux s'exorbitèrent, remplis d'une panique viscérale. Non. Le cri de Jean-Pierre déchira le silence stérile de l'hôpital. Ne le touche pas. Le médecin s'élança en avant, oubliant tout protocole, mu par la terreur d'un procès millionnaire et la certitude scientifique que n'importe quel germe tuerait l'enfant à l'instant. Il courut les bras tendus comme s'il essayait d'arrêter une grenade. Chloé ne prit pas peur, elle ne retira pas sa main, elle maintint son doigt sur le nez de Léo et, pour la première fois depuis des jours, le bébé fronça les sourcils. Une réaction, un mouvement volontaire. Mais Jean-Pierre ne le vit pas, il ne vit que la contamination. Il arriva jusqu'à la fillette et l'agrippa par le bras avec une force démesurée, l'arrachant du côté du berceau avec violence. « Qu'est-ce que tu fais ici, petite idiote » hurla le médecin en la secouant tout en cherchant désespérément le bouton d'alarme au mur. « Sécurité. J'ai besoin de la sécurité en 402 tout de suite. Quelqu'un a contaminé le patient. » Chloé ne pleura pas. Elle n'émit aucun son. Alors qu'elle était traînée au loin, ses yeux ne se détachèrent pas une seconde du visage du bébé. Et sur le moniteur que personne ne regardait au milieu du chaos, la ligne verte qui marquait la saturation en oxygène fit un bond inexplicable de 45% à 60%. Mais le chaos s'était déjà déchaîné, la fureur de l'or et l'humiliation. La porte de la chambre s'ouvrit à la volée, frappant le mur avec un fracas qui fit vibrer les vitres.
Stéphane Valois entra comme un ouragan, impeccable dans son costume italien 3 pièces, avec le nœud de cravate parfait et une montre en or qui valait plus que tout l'équipement médical de la salle. Sa présence emplissait l'espace d'une autorité toxique. Il avait le visage décomposé, non par la douleur de la perte imminente, mais par l'indignation du bruit. Il était au téléphone en train de boucler une fusion d'entreprises quand les cris avaient interrompu ses affaires. Qu'est-ce que signifie ce scandale, bon sang? Rugit Stéphane en rangeant son téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Il payait 50 000 € par jour pour le silence et l'exclusivité, pas pour entendre des cris de marché aux poissons. Son regard, froid comme l'acier, parcourut la scène et s'arrêta dans le coin. Là, acculé contre le chariot de médicaments, se trouvait Chloé frottant son bras là où le médecin l'avait serré. Et courant vers elle, le visage baigné de larmes et l'uniforme gris de ménage froissé, entrait Sandrine. Sandrine se jeta au sol et serra sa fille dans ses bras, la protégeant de son propre corps, comme si elle attendait un coup. « Pardon, monsieur Valois. »« Pardon », sanglota Sandrine d'une voix brisée par la peur. « Elle m'a échappé, c'était juste une seconde. Je nettoyais le couloir de l'aile Norée. » Stéphane regarda le docteur Jean-Pierre, exigeant une explication des yeux. « Monsieur Valois, » balbutia le médecin, pâle et suant froid. « Cette fille est entrée et a touché votre fils. Elle l'a touché directement au visage. Ses mains étaient sales. Elle a rompu le champ stérile. Je ne sais pas quelles conséquences cela aura, mais dans l'état critique de Léo, n'importe quelle bactérie est fatale. » Le silence qui suivit cette déclaration fut plus terrifiant que les cris précédents. Stéphane marcha lentement vers Sandrine et Chloé. Le son de ses chaussures en cuir de luxe résonnait comme des coups de marteau sur le sol. Il s'arrêta juste au-dessus d'elles, les regardant avec un mépris si profond qu'il semblait physique. Pour lui, ce n'étaient pas des personnes, c'était une tache sur sa vie parfaite, une erreur de calcul. « Elle l'a touché ?» demanda Stéphane dans un murmure dangereux. Sandrine leva les yeux en tremblant. Elle avait les mains rêches de travailler 12 heures par jour à frotter les sols de la grande maison de campagne des Valois et maintenant ceux de la clinique où son patron avait exigé qu'elle travaille aussi pour surveiller que tout soit propre. Elle ne voulait pas faire de mal, monsieur. C'est juste une enfant. Elle est innocente, elle. Tais-toi. Le cri de Stéphane fit que Chloé cacha son visage dans la poitrine de sa mère. Je me fiche qu'elle soit innocente, ce qui m'importe c'est que ta fille, muette et sale, vient de poser ses mains pleines de germes sur mon fils mourant. As-tu une idée de qui je suis? As-tu une idée de ce que vaut mon fils? Stéphane s'accroupit, envahissant l'espace personnel de Sandrine, son visage rouge de colère à quelques centimètres du sien. Je t'ai donné du travail quand personne ne voulait de toi parce que tu traînais cette gamine défectueuse. Je t'ai laissé vivre dans l'annexe de service et c'est comme ça que tu me remercies? En amenant ton petit animal pour achever mon héritier? Ne dites pas ça. Sandrine eut un éclair de courage, serrant Chloé plus fort. Ma fille n'est pas un animal et elle. Elle a un don, monsieur. Parfois. Ça suffit. Stéphane se redressa et sortit son portefeuille en peau de crocodile. Il en extrait une liasse de billets de haute valeur. Il ne les compta même pas. Il les froissa dans son poing et les jeta avec violence au visage de Sandrine. Les billets tombèrent sur elle et sur les cheveux blonds de Chloé comme une pluie de mépris. Dégage. Tu es viré. Toi et ta fille. Je veux que vous disparaissiez de ma vue, de ma clinique et de ma ville. Si je revois vos visages misérables près de ma famille, j'appellerai la police et je dirai que vous avez essayé d'assassiner mon fils. Et avec mes avocats, je t'assure que tu pourriras en prison jusqu'à ta mort. Sandrine ne toucha pas à l'argent, elle se leva avec dignité, bien que ses jambes tremblaient. Elle prit la main de Chloé, qui continuait de regarder fixement vers la couveuse, comme si elle laissait une partie de son âme là-bas. « Que Dieu vous pardonne, monsieur Valois » chuchota Sandrine, les larmes coulant sur ses joues, mais la tête haute. « L'argent ne guérit pas tout. J'espère que vous n'aurez jamais à la prendre à la dure. »« Dehors » hurla-t-il en montrant la porte. Sandrine entraîna Chloé hors de la chambre. Alors qu'elle franchissait le seuil, Chloé se retourna une dernière fois, leva sa petite main et salua le bébé qui gisait entre les tubes. Stéphane passa la main dans ses cheveux, furieux, et se tourna vers le médecin. « Désinfectez tout.
Changez ces tubes. Si mon fils meurt 5 minutes plus tôt que prévu par la faute de cette racaille, je vais poursuivre cette clinique jusqu'à ce que vous deviez vendre les brancards pour me payer. Le docteur Jean-Pierre hocha la tête frénétiquement et courut vers la couveuse. Mais tandis que Stéphane faisait les 100 pas, ajustant les poignets de sa chemise, aveuglé par l'orgueil, il ne remarqua pas ce que le moniteur commençait à indiquer. La ligne cardiaque de Léo, qui avait été irrégulière et faible pendant des jours, avait maintenant un rythme légèrement plus fort, un rythme qui semblait répondre à travers le temps et l'espace au toucher d'une fillette qu'il venait de jeter à la rue comme si elle était une ordure. Stéphane regarda son fils avec frustration, voyant un problème qu'il ne pouvait résoudre avec des chèques, sans savoir qu'il venait d'expulser la seule solution possible, le diagnostic final et la faillite de l'âme. Le silence revint dans la chambre 402, mais cette fois il était plus lourd, plus dense. Ce n'était plus seulement l'absence de bruit, c'était la présence d'une fatalité imminente. Les billets que Stéphane avait jetés au sol étaient toujours là, dispersés comme des feuilles mortes en automne, piétinés par les semelles des infirmières qui entraient et sortaient précipitamment pour exécuter l'ordre de désinfection totale. Personne n'osait les ramasser. C'était de l'argent maudit. Stéphane resta debout près de la baie vitrée blindée qui donnait sur la campagne grise et pluvieuse de la Loire. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme puissant, le costume impeccable, le menton haut, le regard de requin qui avait dévoré des concurrents et conclu des marchés millionnaires. Mais à l'intérieur, il sentait un froid inconnu qui lui montait par les chevilles. C'était le froid de l'impuissance. Dans son dos, le docteur Jean-Pierre finissait d'examiner les dernières analyses de sang que la machine venait d'imprimer. Le papier glissait avec un son grinçant. Le médecin ôta ses lunettes, se frottant l'arête du nez avec lassitude. Ses épaules tombèrent. Ce langage corporel criait ce que sa bouche n'osait pas encore prononcer. « Parlez, Jean-Pierre », ordonna Stéphane sans se retourner, sa voix dénuée d'émotion, comme s'il demandait un rapport boursier. « Combien de dégâts a fait cette fille ? Il faut augmenter la dose d'antibiotiques ? Dites-moi le prix. Je m'en fiche. Faites venir le médicament d'Allemagne, du Japon, de n'importe où. Mon jet privé est sur le tarmac, prêt à décoller en 15 minutes. Le docteur Jean-Pierre posa le dossier sur la table métallique. Le son fut sec, définitif. « Monsieur Valois, il ne s'agit pas d'une infection, » dit le médecin d'une voix rauque. La petite. La petite n'a pas eu le temps de causer des dommages bactériens, pas au point que cela se manifeste si vite. Ce que nous voyons ici, c'est l'évolution naturelle de l'état de Léo. Stéphane se retourna lentement. Ses yeux étaient deux puits obscurs. Évolution. Ne me parlez pas avec des euphémismes médicaux. Qu'est-ce que cela signifie ? Jean-Pierre marcha vers la couveuse et posa une main gantée sur le plastique. Une caresse d'adieu qui ne passa pas inaperçue pour le père. Cela signifie que nous sommes arrivés au bout du chemin, Stéphane. Les reins de Léo ont cessé de filtrer il y a 10 minutes. L'activité cérébrale est minime. Son cœur. Son cœur bat par pure inertie pharmacologique, propulsé par l'adrénaline et la dopamine que nous lui injectons, mais le muscle est épuisé. Stéphane sentit un coup invisible dans l'estomac, mais son ego refusa de plier. Il marcha vers le médecin, envahissant son espace, utilisant sa hauteur et sa présence pour intimider la mort elle-même. « Je n'accepte pas ça », cracha Stéphane. « Vous êtes le meilleur néonatologue du pays. Je vous ai payé pour être un dieu dans cette chambre, pas un messager de mauvaises nouvelles. Si les reins lâchent, mettez-le sous dialyse. Si le cœur lâche, préparez le bloc pour une greffe. Achetez un cœur. Trouvez-en un maintenant. Je paie 10, 20, 50 millions d'euros. Passez un coup de fil. » Le millionnaire sortit son chéquier de la poche intérieure de sa veste avec des mains qui, pour la première fois, tremblaient visiblement. Il arracha un chèque en blanc, le signa d'un trait violent qui déchira le papier et le plaqua sur la poitrine du médecin. « Tenez. Mettez le chiffre. Sauvez-le. » Le papier tomba au sol, rejoignant les billets qui décoraient déjà la scène de la défaite. Le docteur Jean-Pierre ne bougea pas, il le regarda avec un mélange de pitié et de tristesse profonde. « Stéphane, écoutez-moi bien parce que j'ai besoin que vous compreniez ceci, » dit Jean-Pierre, doucement mais fermement. « La mort n'accepte pas de pot de vin. Il n'y a personne à appeler. Il n'y a pas de salle d'opération qui puisse supporter sa fragilité. Léo pèse moins de 2 kilos. Si nous l'ouvrons,
il partira sur la table. La science a des limites et nous venons de nous heurter à un mur de béton. Il y a toujours une option. Cria Stéphane, sa voix se brisant, perdant sa contenance pour la première fois. Je ne perds jamais. Je n'accepte pas un non comme réponse. Cette fois, vous devrez le faire, sentencier le médecin. Il lui reste, en étant optimiste, 90 minutes, peut-être moins. Mon conseil médical et humain est d'arrêter de crier, d'arrêter de signer des chèques et de vous approcher de ce berceau. Prenez la main de votre fils, parlez-lui, dites-lui que vous l'aimez, parce que c'est la seule, absolument la seule chose qu'il vous reste à faire. Stéphane recula en titubant comme si on l'avait frappé physiquement. Il regarda autour de lui. Les machines clignotaient, indifférentes. Le luxe de la clinique privée, les murs de marbre du couloir, le personnel exclusif, tout s'effondrait. Son empire, ses immeubles, ses comptes en Suisse. Tout pesait 0 gramme dans la balance de cette chambre. Il s'approcha du berceau. Léo ressemblait à une petite poupée de cire brisée. Stéphane essaya de tendre la main pour le toucher, mais s'arrêta. Il avait peur. Peur que s'il le touchait, il confirmerait que c'était réel. Peur de sentir la froideur de la peau. Ce n'est pas possible, chuchota Stéphane en tombant assis sur le canapé en cuir pour les visites, se couvrant le visage de ses mains. J'ai promis à sa mère, avant qu'elle ne meure en accouchant, que je prendrais soin de lui. Je l'ai trahi et je l'ai trahi lui. Le son du moniteur cardiaque commença à ralentir imperceptiblement. Bip, bip, bip. L'intervalle entre chaque battement devenait une fraction de seconde plus long. Le compte à rebours s'accélérait. Stéphane était seul au sommet du monde et la vue depuis là-haut était un abîme obscur et silencieux. 30 minutes avaient passé. 30 minutes d'un silence agonisant, seulement interrompu par le bourdonnement de la climatisation centrale. Stéphane restait assis, le regard perdu sur un point fixe du sol, vaincu. Le docteur Jean-Pierre s'était retiré au poste de soins, juste de l'autre côté de la vitre, pour compléter le rapport final et laisser de l'espace au père. Au poste de soins, Lucie, l'infirmière chef de l'équipe de nuit, révisait les registres numériques du moniteur multiparamétrique. C'était une femme méticuleuse, obsédée par les données, et quelque chose sur l'écran la dérangeait. Elle fronça les sourcils, ajusta le zoom sur le graphique des tendances et remonta la ligne du temps. Ça n'a aucun sens, murmura-t-elle pour elle-même. Elle vérifia le calibrage de l'équipement. Tout était correct. Elle regarda l'heure actuelle, 14h45. Puis elle regarda les données d'il y a 45 minutes. Docteur Jean-Pierre, appela Lucie sans lever les yeux de l'écran. Sa voix était teinte d'une urgence étrange. Jean-Pierre, qui se massait les tempes avec de l'aspirine, s'approcha à contre-cœur. Qu'y a-t-il, Lucie? Si la pression a baissé, n'intervenez pas. Nous avons déjà parlé au père. Il y a un ordre de ne pas réanimer s'il fait un arrêt. Laissons-le partir en paix. Non, docteur, ce n'est pas qu'elle baisse, c'est ce qui s'est passé avant. Regardez ça. Lucie tourna le moniteur vers lui et pointa un pic impressionnant sur le graphique de saturation en oxygène et de fréquence cardiaque. C'était une montagne verte et rouge au milieu d'une vallée de données plate et moribonde. À 14h02, la saturation de Léo était à 42%, incompatible avec la vie. Mais regardez, ici à 14h03 et 15 secondes, elle grimpe à 98%. 98, docteur. C'est le niveau d'un bébé en bonne santé. Et la pression artérielle s'est stabilisée parfaitement à 70/45e. Jean-Pierre mit ses lunettes rapidement, incrédule. Ce doit être une erreur du capteur. Peut-être que l'oxymètre a bougé quand l'incident avec la fille s'est produit. Sûrement qu'il s'est détaché et a lu l'air ou le doigt de la fille. J'ai pensé la même chose, dit Lucie en tapant rapidement pour ouvrir une autre fenêtre. Mais regardez l'activité cérébrale, l'électroencéphalogramme. Ici. L'écran montra une série d'ondes. Avant 14h03, les ondes étaient lentes, presque plates, indiquant un coma profond, mais à 7 minutes exactes, les ondes devinrent rythmiques, harmonieuses, pleines d'activité dans le lobe frontal et temporal. Docteur, le cerveau de cet enfant s'est allumé comme un sapin de Noël, dit Lucie, regardant son chef avec des yeux écarquillés. Ce n'était pas une erreur de capteur. L'enfant est revenu psychologiquement pendant ces secondes. L'enfant était guéri.
Jean-Pierre sentit un frisson lui parcourir le dos. La science, sa religion, n'avait pas de verset pour expliquer cela. Combien de temps cela a-t-il duré? Demanda Jean-Pierre, la bouche sèche. Exactement 45 secondes, répondit Lucie, traçant la ligne avec son doigt jusqu'à ce que le graphique tombe en piqué à nouveau. Regardez, ici à 14h04, les niveaux s'effondrent de nouveau à des seuils critiques. Juste quand? Juste quand j'ai sorti la fille, compléta Jean-Pierre, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Docteur, nous devons voir les caméras de sécurité tout de suite. Tous deux coururent vers le moniteur de sécurité qui montrait l'enregistrement de la chambre 402. Lucie rembobina la vidéo. L'image en noir et blanc haute définition montra la petite Chloé entrant. Ils virent comment elle montait sur la marche. Ils virent comment elle tendait la main. Jean-Pierre mit l'image en pause juste au moment du contact. Il zooma, le doigt de Chloé touchant le nez de Léo. Regardez le moniteur dans la vidéo, chuchota Lucie. Dans l'enregistrement, au fond, on voyait le moniteur de signes vitaux. À l'instant exact où la peau de Chloé toucha la peau de Léo, les chiffres sur l'écran de la vidéo changèrent. Il n'y eut pas de délai. Ce fut immédiat. Cause et effet. C'est impossible, balbutia Jean-Pierre. C'est médicalement impossible. Une transmission d'énergie biologique instantanée ou un miracle, dit Lucie en se signant discrètement. Docteur, regardez la vidéo à nouveau. Regardez la lumière. Jean-Pierre s'approcha plus près de l'écran. Il ne l'avait pas remarqué avant à cause de sa fureur, mais dans la vidéo, autour de la main de Chloé et du visage du bébé, les pixels semblaient briller avec une intensité différente, une sorte de distorsion visuelle subtile, comme la chaleur qui émane de l'asphalte, mais blanche. Docteur, depuis que vous avez sorti la fille, Léo a empiré 20% plus vite qu'avant, dit Lucie, revenant à la réalité brutale des données. C'est comme si on lui avait donné une bouffée d'air pur et qu'on la lui avait retirée d'un coup. Il s'asphyxie plus vite maintenant parce que son corps a goûté à la vie et la veut de retour. Jean-Pierre regarda vers la chambre 402 à travers la vitre. Il vit Stéphane Valois, l'homme qui croyait pouvoir tout acheter, assis près d'un fils qui lui échappait entre les doigts. Et il réalisa, avec une terreur absolue, ce qu'il venait de faire. Ils avaient chassé le remède, ils l'avaient humilié, lui avaient jeté de l'argent au visage et l'avaient expulsé dans la rue sous la pluie. Le médecin poussa la porte de la chambre et entra à nouveau, non plus avec l'arrogance de la science, mais avec le désespoir de celui qui a commis une erreur irréparable. « Monsieur Valois !» cria Jean-Pierre, effrayant Stéphane. « Monsieur Valois, levez-vous !» Stéphane leva les yeux rouges. « C'est fini ?» demanda-t-il d'une voix morte. « Non, ce n'est pas fini, mais nous sommes des imbéciles. Nous sommes de maudits imbéciles. » Jean-Pierre lui montra la tablette avec les graphiques en tremblant. « Regardez ça. Votre fils n'était pas contaminé. Votre fils réagissait à la petite fille. Quand elle l'a touché, il a guéri. Regardez les chiffres. » Stéphane regarda l'écran sans comprendre les graphiques médicaux, mais comprenant l'urgence dans la voix de l'homme qui, 10 minutes plus tôt, lui avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir. De quoi parlez-vous? Je dis que la médecine ne peut pas sauver votre fils, Stéphane, mais cet enfant. Cet enfant que nous venons de chasser comme un chien, elle l'a fait. Pendant 45 secondes, Léo était en bonne santé. Le silence qui suivit fut assourdissant. La compréhension frappa Stéphane comme un train de marchandises. Il se souvint des yeux bleus de Chloé. Il se souvint comment sa propre employée, Sandrine, lui avait dit « Elle a un don ». Et il avait ri. Il les avait humiliées. Où sont-elles? Demanda Stéphane en se levant d'un bond, l'adrénaline effaçant sa tristesse en un instant. Elles sont parties il y a presque 1 heure, dit Jean-Pierre. Vous les avez virées. Nous les avons virées. Stéphane regarda le moniteur de Léo. Bip. Bip. Le rythme était dangereusement lent. Je dois les retrouver, dit Stéphane en courant vers la porte. Gardez-le en vie, Jean-Pierre. Faites ce que vous avez à faire, mais gardez-le en vie jusqu'à ce que je revienne. Faites vite, cria le médecin alors que Stéphane s'élançait dans le couloir. Si le cœur s'arrête complètement, même le toucher d'un ange ne pourra pas le ramener.
Stéphane courut dans les couloirs de marbre, glissant dans les virages. Ignorant les associés et secrétaires qui attendaient dans la salle d'attente, il sortit dans la rue. Il pleuvait à torrents. Un orage noir couvrait la vallée de la Loire comme si le ciel lui-même était furieux de ce qui venait de se passer. Sa voiture, une Citroën de luxe conceptuelle valant une fortune, était garée à l'entrée VIP. Stéphane monta, trempant son costume de soie en quelques secondes. Il alluma le moteur qui rugit comme une bête. Il composa le numéro de Sandrine sur le kit main libre de la voiture. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou est hors de la zone de couverture, répondit une voix métallique. Stéphane frappa le volant avec frustration. Il ne savait pas où elle vivait. Il n'avait jamais pris la peine de lui demander. Pour lui, Sandrine apparaissait chez lui le matin et disparaissait le soir comme un électroménager efficace. Il fouilla la boîte à gants cherchant un contrat, un papier. Rien, tout était géré par son département des ressources humaines. Il appela sa secrétaire personnelle. « Véronique, j'ai besoin de l'adresse de Sandrine, la femme de ménage. » Maintenant. Monsieur Valois, la voix de la secrétaire tremblait. Vous avez ordonné d'effacer sa fiche il y a une demi-heure et de brûler ses références. Vous aviez dit que vous ne vouliez plus aucune trace d'elle. Je m'en fous. Cria Stéphane. Récupère les fichiers de sauvegarde. Pirate le système s'il le faut. Je te donne 2 minutes ou tu es viré. Il démarra la voiture, sortant de la clinique et dérapant sur l'asphalte mouillé. Il ne savait pas où aller, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester immobile, tandis que le seul espoir de son fils se perdait dans l'immensité d'une région qu'il avait lui-même contribué à rendre hostile pour des gens comme Sandrine. L'ironie lui brûlait la gorge. Tout son pouvoir ne servait à rien pour trouver une femme invisible. Le moteur de la voiture de sport rugissait avec une férocité qui contrastait avec la panique froide qui paralysait les mains de Stéphane sur le volant de cuir. La pluie ne tombait pas, elle s'effondrait sur la route comme une punition biblique, transformant les routes nationales en rivières d'asphalte noir et de lumière reflétée. Le téléphone sonna de nouveau, interrompant le son hypnotique des essuie-glaces travaillant à vitesse maximale. « Parle !» cria Stéphane sans quitter la route des yeux. « Monsieur, je l'ai trouvé. » La voix de Véronique sonnait terrorisée, sachant que son emploi ne tenait qu'à un fil. « J'ai dû accéder aux archives physiques du sous-sol, aux anciennes déclarations d'impôts. Sandrine Duval vit dans un petit village reculé en Normandie. » Stéphane freina brusquement devant un feu rouge, ignorant le klaxon furieux du camion derrière lui. « En Normandie » répéta-t-il, sentant un nœud dans l'estomac. Ce n'était pas la porte à côté. C'était un long trajet, à travers la pluie et la tempête. « Oui, monsieur. L'adresse exacte est, le vieux gîte au bout de l'impasse des âmes perdues, sans numéro, la maison au volet bleu délavé. C'est tout ce que dit le registre. Monsieur, voulez-vous que j'appelle votre équipe de sécurité pour qu'ils vous escortent? Les routes là-bas sont. Pas le temps, coupa Stéphane en tournant le volant brusquement à droite, grillant le feu et manquant de percuter un bus. Envoie-moi la localisation exacte sur le mobile tout de suite. Il raccrocha et accéléra. La Citroën de luxe, conçue pour les autoroutes allemandes et les circuits de course, se sentait ridiculement déplacé à mesure qu'il laissait derrière lui les paysages soignés de la Loire. Le paysage changeait avec une rapidité cruelle. Les vignobles prestigieux et les châteaux laissaient place à des routes départementales boueuses, des champs trempés et des fermes isolées. Chaque kilomètre qu'il parcourait était une descente vers une réalité qu'il ignorait depuis le confort de son Pantouse ou derrière les vitres teintées de sa limousine. Maintenant, il n'y avait plus de vitres teintées pour le protéger. Le GPS annonça de sa voix synthétique et polie, « Entrez en zone de couverture limitée. Continuez avec prudence. » Les routes pavées disparurent. L'asphalte laissa place à la terre battue qui, sous la tempête, s'était transformée en un bourbier traître. La voiture d'un demi-million d'euros patinait. Ses pneus profil bas, incapables de trouver de l'adhérence dans la boue. Le châssis frappait contre les pierres et les nids de poules, des sons métalliques qui, en d'autres temps, auraient fait pleurer Stéphane pour la peinture rayée, mais maintenant il ne les enregistrait même pas. Son esprit était dans la chambre 402. Bip, bip, bip. Le son du moniteur cardiaque de Léo résonnait dans sa tête, marquant la mesure de son désespoir. « Allez, allez, bon sang !» murmura-t-il en luttant contre le volant alors que la voiture glissait dangereusement près d'un fossé.
Il arriva à une bifurcation où le chemin devenait si étroit que les rétroviseurs frôlaient les haies sauvages. Quelques habitants du village, se couvrant avec des plastiques, s'arrêtaient pour regarder le spectacle. Un alien métallique et brillant envahissant leur tranquillité. Des yeux curieux, méfiants, fatigués. Stéphane sentit le poids de ses regards. C'étaient les mêmes regards qu'il avait ignorés toute sa vie. Les mêmes regards qu'avait Sandrine quand elle cirait ses chaussures. Le GPS émit un bip. Vous êtes arrivé à destination. Stéphane regarda à travers le pare-brise embué. Il n'y avait rien qui ressemblait à une maison habitable, seulement une colline de bouée, au sommet, une structure précaire qui semblait tenir par miracle. Un vieux gîte dont les volets bleus pendaient tristement. Il arrêta la voiture au milieu de la boue, coupa le moteur et sortit. La pluie le frappa instantanément, trempant sa chemise en soie italienne à 500 € et ruinant ses chaussures en cuir dès le premier pas dans la fange. Le vent glacé lui coupa le visage. « Sandrine !» cria-t-il, sa voix se perdant dans le fracas de la tempête. Personne ne répondit. Un vieux chien aboya furieusement depuis une cour où une Renault 4 rouillée était garée. Stéphane commença à monter la colline à pied, glissant, tombant à genoux dans la saleté, tachant ses mains de terre noire et grasse. Il se releva sans se soucier de l'humiliation. Son orgueil était resté à la clinique près de son fils mourant. Ici, dans la boue, il n'était qu'un père terrorisé. Il vit la structure au bout du chemin. C'était forcément là. Il courut, sentant que son cœur allait sortir de sa poitrine. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Comment demande-t-on pardon à quelqu'un que l'on vient de traiter comme une ordure? Combien coûte la dignité d'une mère? Stéphane mit la main dans sa poche, s'assurant que le chéquier était toujours là. Son seul outil, sa seule arme, triste et pathétique, face à l'ampleur de ce dont il avait besoin. Il arriva à la porte, qui n'était qu'une planche de bois gonflée par l'humidité. Il ne frappa pas. L'urgence ne connaissait pas les bonnes manières. Il poussa la porte de l'épaule et entra, trébuchant vers l'intérieur, haletant, dégoulinant d'eau sale, ressemblant plus à un fou qu'à un magnate. « Sandrine, j'ai besoin de toi !» cria-t-il, s'attendant à trouver obscurité et reproche. Mais ce qu'il trouva le laissa figer, le froid de la pluie le transperçant jusqu'aux os et un nouveau froid, bien plus profond, paralysant son âme. L'intérieur du gîte était éclairé par la lumière chaude et tremblante de plusieurs bougies et une ampoule solitaire qui pendait au plafond. Ça sentait l'humidité, la terre mouillée, mais aussi quelque chose de réconfortant, une odeur de ragoût, tentant d'imiter un bœuf bourguignon malgré la maigreur des ingrédients, et de bois brûlé dans la cheminée. Le contraste visuel fut un coup physique pour Stéphane. Il s'attendait à la misère, oui, mais il ne s'attendait pas à la dignité qui émanait de ce lieu. Le sol était en terre battue par endroits, mais il était balayé impeccablement. Les murs étaient couverts de cartons pour isoler du froid, mais sur les cartons, il y avait des dessins d'enfants collés avec du ruban adhésif, des anges, des soleils, des fleurs, tous faits de traits colorés. Et au centre de la pièce, il y avait une table. Une vieille table en bois robuste, pleine de cicatrices du temps, avec une patte calée par une brique pour qu'elle ne boite pas. Assises à cette table se trouvaient 3 figures. Sandrine s'était levée d'un bond en entendant le fracas de la porte, se mettant instinctivement devant la table avec un couteau de cuisine à la main, défensive, ses yeux grands ouverts en reconnaissant l'intrus trempé et sale qui envahissait son foyer. Chloé était assise sur une chaise haute improvisée avec des coussins, une cuillère à mi-chemin de sa bouche, regardant Stéphane avec cette même intensité silencieuse et surnaturelle qu'elle avait montrée à l'hôpital. Mais ce fut la 3e figure qui fit flancher les genoux de Stéphane, l'obligeant à s'agripper au cadre de la porte pour ne pas s'effondrer. Assise dos à l'entrée, mais se tournant lentement au bruit, il y avait une vieille dame. Elle portait un châle en laine gris raccommodé à plusieurs endroits. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, relevés en un chignon bas. Ses mains tremblantes tenaient un morceau de baguette de la boulangerie locale qu'elle trempait dans le jus du ragoût. La vieille dame regarda Stéphane. Ses yeux étaient voilés par une brume blanche, des cataractes non opérées, et par la brume mentale de la démence sénile. Mais il y avait une douceur dans son regard, une innocence enfantine qui contrastait avec sa vieillesse. « Sandrine, ma fille. » dit la vieille dame d'une voix cassée et douce. De la visite est arrivée. Mais une autre assiette. Le monsieur semble avoir froid. Stéphane cessa de respirer. Le monde s'arrêta. Le bruit de la pluie disparut.
Seule existait cette voie. Une voie qu'il avait enterrée sous des montagnes d'ambition, sous des contrats et des voyages d'affaires. « Maman », chuchota Stéphane, le mot sortant de sa gorge comme un morceau de verre brisé. La vieille dame sourit, un sourire vide de reconnaissance, mais plein de gentillesse. « Je m'appelle Monique, dit-elle. Tu connais mon fils? C'est un homme très important, tu sais? Très occupé. Un jour, il viendra me chercher. Il m'a promis qu'il reviendrait quand il aurait fini son travail. » Stéphane sentit les larmes se mêler à l'eau de pluie sur son visage. Monique, sa mère. La femme qui avait travaillé en double poste dans une usine textile pour lui payer l'université. La femme que lui, en grimpant au sommet du succès et en épousant une femme de la haute société, avait placée dans une résidence pour personnes âgées de luxe il y a 5 ans, parce qu'elle ne cadrait pas avec son nouveau style de vie. Il lui avait rendu visite 2 fois la première année. Puis il envoyait sa secrétaire. Puis seulement le chèque mensuel. Cela faisait 2 ans qu'il ne savait rien d'elle, supposant que l'asile s'occupait de tout. Stéphane tourna lentement la tête vers Sandrine, qui baissa le couteau, mais pas la garde. Son expression n'était pas de la peur, mais un jugement silencieux et terrible. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda Stéphane d'une voix tremblante. « Elle devrait être à la résidence Les Peupliers. Je paie 3 000 € par mois pour cette résidence. » Sandrine fit un pas en avant, protégeant la vieille dame et la fillette. Sa voix était basse, ferme, chargée d'une vérité que Stéphane n'était pas prêt à entendre. « Vous avez arrêté de payer il y a 6 mois, monsieur Valois. » Quoi? Stéphane cligna des yeux, confus. « C'est impossible. Mes comptables, mon administrateur. Votre administrateur a changé le compte. L'argent a cessé d'arriver. La résidence l'a mise à la rue un mardi après-midi. Ils l'ont laissé sur un banc du parc avec 2 sacs poubelles contenant ses vêtements. Ils m'ont appelé moi parce que mon numéro était le seul qui répondait dans la liste des contacts d'urgence. Vous étiez en safari en Afrique, vous vous souvenez? Et votre secrétaire a dit qu'on ne pouvait pas vous déranger. » Stéphane eut la nausée. Il se souvenait du safari. Il se souvenait des photos avec les lions. Je ne savais pas, balbutia-t-il, une excuse pathétique qui mourut sur ses lèvres. Vous ne savez jamais rien qui ne soit pas de l'argent, dit Sandrine avec dureté. Je l'ai trouvée dans le parc, mouillée, confuse, demandant son petit Stéphane. Qu'est-ce que j'allais faire? La laisser là? Je l'ai amenée ici. Elle dort dans mon lit. Chloé dort avec moi sur le matelas au sol et nous mangeons ce que nous pouvons. Stéphane regarda la table, vit la baguette rassie, vit le ragoût qui n'était que de la sauce avec quelques légumes, et vit sa mère, la femme qui lui avait donné la vie, mangeant avec gratitude dans la maison de la femme qu'il venait d'humilier. Le contraste était insupportable. Il vivait dans une grande maison de campagne de 12 pièces vides, tandis que sa mère vivait dans un gîte en ruine rempli d'amour d'autrui. Elle croit que vous travaillez, continua Sandrine en caressant l'épaule de Monique. Tous les jours, elle me raconte que son fils est un grand homme. Je n'ai pas le cœur de lui dire que son fils l'a oublié. Monique regarda Stéphane à nouveau, plissant les yeux, essayant de faire la mise au point à travers le brouillard de sa mémoire. Tu lui ressembles, dit la vieille dame en riant doucement. Tu as les mêmes yeux tristes qu'avait mon Stéphane quand il avait de mauvaises notes. Tu as faim, mon fils? Assieds-toi. Sandrine fait le meilleur ragoût du monde. Stéphane se brisa. Il tomba à genoux sur la terre battue, sanglotant de manière incontrôlable, s'étreignant lui-même, tachant son costume de boue, détruit par la culpabilité. Il était allé là-bas pour acheter un miracle pour son fils et s'était retrouvé face au monstre qui vivait en lui. Chloé, qui avait tout observé en silence, descendit de sa chaise haute. Elle marcha vers l'homme puissant qui pleurait maintenant comme un enfant sur le sol de sa maison. Elle s'arrêta devant lui. Stéphane leva les yeux, voyant la fillette à travers ses larmes. « Pardonne-moi » chuchota-t-il, ne sachant pas s'il le disait à Sandrine, à sa mère, à Chloé ou à Dieu. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » Chloé ne sourit pas, elle tendit simplement sa petite main et toucha l'épaule de Stéphane, un geste de réconfort qu'il ne méritait pas, mais qu'elle lui donnait gratuitement. Sandrine observait la scène les bras croisés, tiraillée entre la rancœur accumulée par des années d'invisibilité et la compassion innée qui la définissait. « Monsieur Valois, dit Sandrine,
brisant le moment émotionnel avec la réalité urgente. Pourquoi êtes-vous venu? Vous n'êtes pas venu pour votre mère. Vous ne saviez pas qu'elle était là. Vous êtes venu pour Chloé. Stéphane s'essuya le visage avec la manche sale de sa veste, respirant difficilement. Il se souvint de Léo. Il se souvint du temps. Mon fils, dit-il d'une voix rauque. Léo se meurt, Sandrine. Le médecin a dit. Le médecin a dit que quand Chloé l'a touché, il est allé mieux. C'était un miracle. Les moniteurs, les chiffres, tout a changé. Il se mit debout en titubant, désespéré à nouveau. J'ai besoin qu'elle vienne. J'ai besoin qu'elle le touche encore une fois. Je te donnerai ce que tu veux. Je te donnerai ce gîte. Je te donnerai ma maison. Je te donnerai tout mon argent, mais s'il te plaît, laisse-la venir avec moi. Sandrine regarda sa fille, puis la grand-mère Monique, qui continuait à manger sa baguette, étrangère à la tragédie. Je ne veux pas de votre argent, monsieur, dit Sandrine avec froideur. Votre argent n'a pas pu prendre soin de votre mère. Votre argent ne sauve pas votre fils. Alors que veux-tu? Implora Stéphane. Demande-moi n'importe quoi. Je veux que vous soyez un homme, dit Sandrine. Je veux que pour la première fois de votre vie, vous fassiez quelque chose pour quelqu'un d'autre que vous-même. Sandrine regarda la pendule bon marché au mur. Si nous devons y aller, c'est maintenant. Mais il y a une condition. Laquelle? Demanda Stéphane. Nous ne laisserons pas Monique ici toute seule. Si nous partons tous. Vous allez emmener votre mère et vous n'allez pas la cacher sur la banquette arrière. Vous allez la prendre par la main comme le fils qu'elle croit que vous êtes. Stéphane regarda sa mère vulnérable et fragile. Il hocha la tête, ravalant les dernières réserves de sa vanité. On y va, dit-il en s'approchant de la vieille dame. Maman, on va faire une promenade. Monique sourit, ses yeux s'illuminant. Dans ta grande voiture, mon fils? Comme quand tu m'emmenais à la messe. Mieux que ça, maman, dit Stéphane en la prenant dans ses bras, car elle pouvait à peine marcher vite, sentant combien elle était légère, combien elle était devenue fragile sous sa négligence. On va aller dans un vaisseau spatial. Stéphane sortit du gîte en portant sa mère, avec Sandrine et Chloé le suivant sous la pluie. La caravane des oubliés se dirigeait pour sauver le roi et le temps jouait contre eux. La pluie tombait avec une telle violence qu'il semblait que le ciel essayait de laver les péchés de la terre, mais il y avait des taches que l'eau ne pouvait pas enlever. Stéphane ouvrit la porte passager de sa Citroën. Le mécanisme hydraulique siffla doucement, un son futuriste qui détonnait brutalement avec le cœur des chiens aboyants et du tonnerre grondant sur le village normand. Attention, maman, doucement, chuchota Stéphane, soutenant Monique avec une délicatesse qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. La vieille dame, enveloppée dans son châle humide et sentant la fumée de bois et la vieillesse, regarda le siège en cuir couleur crème avec un émerveillement enfantin. Ses chaussures, pleines de boue collantes du chemin, hésitèrent avant de poser le pied sur le tapis de velours immaculé. C'est très propre, mon fils, dit-elle en s'arrêtant. Je vais salir. Je ferais mieux d'aller derrière avec les sacs. Cette phrase fut un coup de poignard direct dans le cœur de Stéphane. Elle lui rappela combien de fois dans sa vie antérieure il avait priorisé l'esthétique sur l'humanité. Combien de fois il avait crié sur un employé pour une trace sur le sol ciré. Non, maman, dit Stéphane la voix brisée, ravalant le nœud dans sa gorge. Tu vas ici, à côté de moi. Peu importe si ça se salit, ce n'est qu'une voiture, ce n'est que du métal et du cuir. Tu es ma mère. Il l'aida à monter. Monique s'enfonça dans le siège sportif qui l'enlaça ergonomiquement. En fermant la porte, le son solide et hermétique isola la vieille dame de la tempête extérieure, l'enfermant dans une bulle de luxe silencieux. Stéphane se tourna vers Sandrine et Chloé. Elles étaient debout sous la pluie, trempées. Sandrine tenait Chloé contre sa hanche, protégeant la tête de la fillette avec son propre corps. L'eau ruisselait sur les cheveux de Sandrine, collant ses vêtements bon marché à sa peau fatiguée. « Montez » dit Stéphane en ouvrant la petite porte arrière du coupé. « S'il vous plaît. » Sandrine ne bougea pas immédiatement. Elle regarda la voiture, puis regarda Stéphane dans les yeux. Il y avait un abîme entre eux que la voiture ne pouvait pas traverser. Elle n'était pas impressionnée par la machine de 300 000 €. Elle évaluait l'homme qui la conduisait.
Si je monte dans cette voiture, monsieur Valois, dit Sandrine en criant pour se faire entendre par-dessus le vent, ce n'est pas parce que vous leur donnez, c'est parce qu'il y a une vie en jeu. Mais je veux que ce soit clair. Chloé n'est pas un porte-bonheur. Elle ressent la douleur. Si je l'emmène voir ce bébé, elle va souffrir. Elle va l'absorber. Je sais, opina Stéphane en baissant la tête, vaincu. Je sais et je me déteste de vous le demander, mais je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai plus de temps, Sandrine. Sandrine soupira. Un soupir profond qui sembla vider ses poumons de tout le ressentiment accumulé, ne laissant que la détermination d'une mère. Elle hocha la tête et monta dans la voiture avec Chloé. Stéphane courut vers le côté conducteur, glissant dans la boue, et se laissa tomber sur le siège. Il était couvert de boue. Ses mains tâchèrent le volant gainé d'Alcantara. Il regarda dans le rétroviseur. Chloé était assise à l'arrière, les yeux fermés, tremblant légèrement, mais pas de froid. Elle semblait s'accorder sur une fréquence invisible. Il alluma le moteur. Le rugissement du V8 fut féroce. Une bête se réveillant au milieu de la pauvreté. « Accrochez-vous, dit Stéphane. » Il accéléra. Les roues arrière tournèrent violemment, crachant de la boue liquide vers l'arrière, luttant pour trouver de l'adhérence sur la surface glissante. La voiture chassa, glissant dangereusement vers le fossé qui bordait le chemin. Le contrôle de traction clignotait comme un fou sur le tableau de bord numérique. « Sainte Vierge !» s'exclama Monique en s'agrippant au tableau de bord. « Mon fils, tu vas trop vite, quelqu'un nous poursuit ?» La mort, maman, murmura Stéphane entre ses dents, corrigeant la direction par des manœuvres rapides. La mort nous poursuit. Ils réussirent à sortir du labyrinthe de terre et atteignirent l'asphalte brisé de la route départementale. Stéphane enfonça le pied sur l'accélérateur. La voiture partit comme une flèche, brisant le mur de pluie, dévorant les kilomètres. À l'intérieur de l'habitacle, l'ambiance était un mélange surréaliste d'odeurs. Le cuir coûteux de la sellerie se mélangeait à l'odeur d'humidité des vêtements de Sandrine et à l'arôme rance de la pauvreté qu'apportait sa mère. C'était l'odeur de la réalité envahissant le fantasme de Stéphane. Monique commença à caresser le tableau de bord, touchant les lumières LED d'ambiance. « Ton père a toujours voulu une voiture comme ça, tu sais ?» dit-elle soudain, l'esprit voyageant dans le passé. Il disait qu'un jour il nous emmènerait voir la mer. Nous n'y sommes jamais allés. Il travaillait beaucoup, comme toi, toujours à travailler. Tu es heureux, mon fils ? La question flotta dans l'air, plus lourde que n'importe quelle sentence judiciaire. Stéphane regarda la route, les yeux pleins de larmes qu'il n'osait pas verser. « Non, maman, répondit-il. Et ce fut la première vérité honnête qu'il avait dite depuis des années. Je ne suis pas heureux. J'ai été un idiot. J'ai tout tué et je n'ai rien. Oh, ne dis pas ça. Monique lui donna quelques petites tapes sur le bras sali de boue. Tu as une belle voiture et tu as cette bonne femme, Sandrine, qui prend soin de toi. Elle me fait du thé à la cannelle quand mes os me font mal. C'est un ange. Tu devrais l'épouser. Le silence dans la voiture fut sépulcral. Sandrine regarda par la fenêtre, honteuse et blessée. Stéphane sentit son visage brûler. L'ironie de sa mère, dans son innocence démente, démantelait toutes ses défenses. Il avait traité son ange comme une esclave. « Elle est trop bien pour moi, maman, dit Stéphane à voix basse. Trop bien. Le téléphone de Stéphane, connecté au système audio de la voiture, commença à sonner. Le nom sur l'écran géant du tableau de bord clignotait en rouge, Dr Jean-Pierre, clinique. Le son était strident, urgent. Stéphane pressa le bouton de réponse sur le volant d'un doigt tremblant. « Dites-moi qu'il est encore vivant. » cria Stéphane avant que le médecin ne puisse parler. La voix du docteur Jean-Pierre remplit l'habitacle, amplifiée par les 12 haut-parleurs haute fidélité, apportant l'atmosphère stérile et terrifiante des soins intensifs directement dans la voiture. « Stéphane, on est en train de le perdre. » La voix de Jean-Pierre semblait épuisée, au bord de la panique professionnelle. Il est entré en bradycardie extrême il y a 2 minutes. Le cœur bat à 30 pulsations par minute. La pression est presque inexistante. Les reins se sont arrêtés complètement. Je suis en route. Hurla Stéphane, doublant un camion par la droite, ignorant les klaxons et les insultes des autres conducteurs. Je suis à 10 minutes.
Injectez-lui de l'adrénaline. Faites quelque chose. Nous lui avons déjà donné tout ce qui est humainement possible, répondit Jean-Pierre. Son corps ne répond pas. Il s'éteint, Stéphane. Les cellules s'effondrent. Si vous n'arrivez pas dans, je ne sais pas, 5 minutes, vous ne trouverez personne à sauver. Chloé, sur la banquette arrière, lâcha un gémissement. Ce fut un son guttural, étouffé, comme si on lui avait serré la poitrine avec une main de fer. Sandrine se tourna rapidement vers sa fille. Chloé était pâle, suant froid, les mains pressées contre ses oreilles et les yeux fermés avec force. « Chloé !» s'exclama Sandrine. « Qu'est-ce que tu ressens, mon amour ?»« Docteur !» cria Stéphane. « Ne raccrochez pas. Gardez la ligne ouverte. Je veux entendre le moniteur. » On entendit un clic puis le son redouté. Bip. Bip. Lent, espacé, agonisant. Stéphane accéléra encore plus. Le compteur marquait 180 km/h sous la pluie. C'était une folie suicidaire, mais la peur de perdre son fils était plus grande que la peur de mourir. Pourquoi est-elle comme ça? Demanda Stéphane soudainement, regardant Sandrine dans le rétroviseur, ayant besoin de parler pour ne pas devenir fou. Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent? Vous avez dit que c'était un traumatisme. Sandrine caressait les cheveux de Chloé, essayant de la calmer alors que la fillette se balançait d'avant en arrière, synchronisée avec le rythme lent du moniteur qui résonnait par les haut-parleurs. Chloé n'est pas née muette, dit Sandrine, sa voix dure, coupant l'air tendu de la voiture. Elle parlait jusqu'à ses 4 ans, elle chantait toute la journée. Mais son père, mon ex-mari, c'était un homme mauvais. Il buvait. Stéphane serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Une nuit, continua Sandrine en regardant la nuque de Stéphane, l'obligeant à écouter l'histoire de la domestique qu'il n'avait jamais regardée dans les yeux, il est rentré ivre. Il voulait de l'argent. Je n'en avais pas. Il a commencé à me frapper. Chloé a essayé de me défendre, elle s'est mise au milieu. Il l'a soulevée et l'a lancée contre le mur. Elle a vu comment il me cassait le bras. Elle a vu tant de violence, tant de haine dans les yeux de son propre père, qu'elle a décidé que le monde ne méritait pas sa voix. Sandrine fit une pause, les larmes aux yeux. Depuis ce jour, elle n'a pas dit un mot. Mais quelque chose s'est ouvert en elle. Comme si en fermant sa bouche, elle avait ouvert son âme. Elle ressent la douleur des autres. Si un animal est blessé, elle le sait avant de le voir. Si quelqu'un est triste, elle pleure. Elle n'a pas de filtre, Monsieur Valois. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est dangereux pour elle. Elle est en train de ressentir la mort de votre fils comme si c'était la sienne. Stéphane sentit un frisson. Il avait traité cet enfant d'animal. Il l'avait méprisée, et elle était une victime de la même cruauté masculine que lui, à sa manière sophistiquée, exercée aussi. Il ne frappait pas avec les poings, il frappait avec l'argent et le mépris, mais le résultat était le même. Silence et douleur. « Je suis désolé, » murmura Stéphane. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. »« Ne me demandez pas pardon à moi, » dit Sandrine. « Sauvez-le, lui, et priez pour que Chloé ait la force de le supporter. » Soudain, Chloé ouvrit les yeux. Ses pupilles étaient dilatées. Elle se pencha en avant, passant entre les deux sièges avant, et posa sa main sur l'épaule de Stéphane. Stéphane sentit une chaleur intense émaner de la main de la fillette. Ce n'était pas de la fièvre, c'était de l'énergie pure. Chloé pointa vers l'avant, vers les lumières de la ville qui approchaient. Puis elle fit un geste avec la main imitant un battement de cœur. Boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'elle dit? Demanda Stéphane désespéré. Elle dit qu'il est toujours là, traduisit Sandrine avec espoir dans la voix. Elle dit que le bébé l'appelle. Accélérez, Monsieur Valois. Léo se bat parce qu'il sait qu'elle arrive. Jean-Pierre. Cria Stéphane au téléphone. Il est toujours là? À peine. La voix du médecin était un murmure. La saturation est à 30%. Le cerveau commence à souffrir d'hypoxie irréversible. Stéphane, si vous arrivez et qu'il... S'il a des dommages cérébraux permanents. Je m'en fiche.
Rugit Stéphane en voyant la sortie vers la clinique. Je le veux vivant, avec des dommages ou sans dommages. C'est mon fils. Je l'aimerai pareil. Je prendrai soin de lui moi-même s'il le faut. Cette déclaration resta suspendue dans l'air. Monique, qui fredonnait une berceuse, s'arrêta et regarda son fils avec une lucidité soudaine et fugace. C'est ça que fait un père, mon fils, dit la vieille dame. Aimer ce qui est cassé jusqu'à ce que ça guérisse. La voiture dérapa sur la rampe des urgences de la clinique. Stéphane n'attendit pas de freiner complètement. La voiture s'arrêta avec un crissement de pneus et une odeur de caoutchouc brûlé juste devant les portes automatiques en verre. Il n'y avait pas le temps de se garer, pas le temps pour des explications. Stéphane sauta de la voiture, ignorant les gardes de sécurité qui couraient vers lui pour avoir bloqué l'accès des ambulances. Il courut côté passager, ouvrit la porte et sortit sa mère dans ses bras. Puis il aida Sandrine et Chloé. « Courez !» cria Stéphane, portant sa mère vieille et fragile comme si elle était une plume. Alors que Sandrine prenait la main de Chloé et la traînait vers l'entrée, la fillette, en touchant le sol de l'hôpital, tituba. Il semblait que l'air du bâtiment pesait des tonnes, mais elle leva les yeux vers le 4e étage, où une lumière clignotait à une fenêtre, et se mit à courir d'elle-même, plus vite que les adultes, guidée par un radar invisible vers la chambre où la mort était sur le point de gagner la partie. Stéphane courut derrière elle, laissant derrière lui sa voiture de luxe avec les portes ouvertes et le moteur allumé, un monument abandonné à son ancienne vie. Le hall de la clinique privée était une cathédrale de marbre blanc et de silence respectueux, conçue pour que la maladie ressemble à un inconvénient élégant et non à une tragédie viscérale. Mais ce calme vola en éclats quand les portes automatiques s'ouvrirent à la volée et que Stéphane Valois fit irruption, trempé, le costume à 3 000 € transformé en haillons pleins de boue, portant une vieille dame dans ses bras comme s'il s'échappait d'une zone de guerre. Derrière lui, Sandrine, avec l'uniforme de ménage collé au corps par la pluie et les cheveux ruisselants d'eau sale, traînait Chloé. La fillette était pâle, les lèvres presque bleues, trébuchant sur ses propres pieds, le regard fixé dans le vide, connecté à une fréquence de douleur qu'elle seule pouvait entendre. Halte là. Un garde de sécurité corpulent, impeccable dans son uniforme bleu marine, s'interposa sur le chemin, bloquant l'accès aux ascenseurs. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer comme ça. C'est une clinique privée, pas un refuge. Sortez ces gens d'ici immédiatement. » Le garde ne reconnut pas le propriétaire de l'hôpital, il ne vit pas le magnate qui apparaissait dans les magazines d'affaires, il vit seulement un fou sale et 2 femmes pauvres qui amenaient le chaos et la saleté de la rue dans le sanctuaire des riches. Stéphane ne s'arrêta pas, il ne ralentit même pas. Les yeux injectés de sang et l'adrénaline lui brûlant les veines, il chargea le garde en utilisant son épaule comme un bélier. « Poussez-vous de mon chemin ou je vous tue !» rugit Stéphane. L'impact fut brutal. Le garde, surpris par la férocité de l'attaque, trébucha et tomba sur le sol glissant. « Code rouge dans le hall !» cria le garde dans sa radio. Intrus violent. Stéphane arriva aux ascenseurs, pressa le bouton d'appel à répétition, le frappant du poing, laissant des traces de boue et de sang sur le panneau métallique immaculé. « Allez, allez, boîte de métal !» cria-t-il en regardant les chiffres numériques qui descendaient avec une lenteur exaspérante. Étage 6, étage 5. Sandrine s'appuya contre le mur de marbre, soutenant Chloé qui commençait à défaillir. La fillette porta ses mains à sa poitrine, serrant le tissu mouillé de sa robe sur son petit cœur. « Elle a mal ?» haleta Sandrine en regardant Stéphane avec terreur. Elle sent que le cœur de Léo s'arrête. « Monsieur Valois, il s'éteint. » Stéphane regarda Chloé. La fillette respirait difficilement, cherchant l'air comme un poisson hors de l'eau. C'était comme si un fil invisible l'étranglait à mesure que la vie de Léo s'éteignait 4 étages plus haut. « Tiens bon, petite, s'il te plaît, tiens bon !» supplia Stéphane. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un tintement doux. À l'intérieur, il y avait un jeune couple, bien habillé, qui tenait un bouquet de fleurs. En voyant le groupe trempé et sauvage, ils reculèrent horrifiés contre le fond de la cabine. Stéphane entra sans demander la permission, occupant tout l'espace avec son désespoir. « Étage 4, ordonna-t-il, bien qu'il appuyât lui-même sur le bouton. Les portes se refermèrent, isolant le chaos du hall, mais les enfermant dans une boîte de tension insupportable. La montée fut une torture. Le doux bourdonnement du moteur électrique semblait être une moquerie. Monique, qui jusqu'à ce moment était restée silencieuse,
effrayé par la bousculade avec le garde, caressa la joue de Stéphane. Sa main était froide et tremblante. « Mon fils, tu pleures ?» chuchota la vieille dame avec un moment de clarté douloureuse. « Qui meurt ? C'est papa ?» Stéphane secoua la tête, incapable de parler, les larmes sillonnant la saleté de son visage. « C'est mon fils, maman. C'est ton petit-fils. » Monique cligna des yeux, confuse. « J'ai un petit-fils ?» demanda-t-elle doucement. « C'est joli. Et pourquoi tu ne me l'as pas présenté avant, mon petit Stéphane ?» La question, formulée avec l'innocence de la démence, frappa Stéphane plus fort que n'importe quelle accusation. Pourquoi? Par orgueil, par honte de son origine, parce qu'elle était vieille et pauvre et que son fils devait être un prince de sang bleu. Parce que j'ai été un idiot, maman. Parce que je me suis perdu. Mais je vais te le présenter maintenant. Tu dois le connaître. Il doit te voir. L'ascenseur s'arrêta au 2e étage. Les portes commencèrent à s'ouvrir. Non. Cria Stéphane en frappant le bouton de fermeture. Personne n'entre. Personne n'entre. Les portes se refermèrent juste avant qu'une infirmière ne puisse monter. L'ascenseur reprit sa marche. Étage 3. Chloé lâcha un gémissement aigu et ses jambes cédèrent. Sandrine l'attrapa avant qu'elle ne frappe le sol. La fillette était inerte, les yeux révulsés. « Chloé !» cria Sandrine en la secouant. « Regarde-moi. Ne pars pas. Reste ici. On est arrivé. » cria Stéphane quand la cloche du 4e étage sonna. Les portes s'ouvrirent sur le couloir des soins intensifs et le contraste était absolu. En bas, il y avait du bruit, ici, en haut, il y avait un silence mortel. Les lumières fluorescentes bourdonnaient. Au bout du couloir, les doubles portes de la chambre 402 étaient grandes ouvertes. Il n'y avait personne qui courait, pas d'infirmière portant des médicaments, tout était. Stéphane sentit son âme tomber à ses pieds. L'immobilité dans un hôpital ne signifie qu'une chose. Il n'y a plus rien pour quoi courir, n'est-ce pas? Le cri sortit de ses entrailles. Déchirant, animal. Il se mit à courir dans le couloir avec sa mère toujours dans les bras, oubliant le poids, oubliant la fatigue. Sandrine porta Chloé, qui ressemblait à une poupée de chiffon, et courut après lui. Les chaussures de Stéphane glissaient sur le sol ciré, laissant des traces de boue noire qui marquaient le chemin de sa rédemption ratée. Il passa devant le comptoir des infirmières. Lucie, l'infirmière chef, leva les yeux. Elle avait les yeux rouges et une main sur la bouche. Elle ne dit rien, elle baissa juste le regard. Stéphane arriva à la porte de la chambre 402. Il s'arrêta net, patinant, heurtant le cadre. Ce qu'il vit à l'intérieur le détruisit. La chambre était baignée d'une lumière bleuâtre et froide. Le docteur Jean-Pierre était debout près de la couveuse, les bras ballants, les épaules affaissées dans une posture de défaite totale. Une infirmière éteignait la pompe à perfusion. Et le son. Ce son maudit, aigu, continu, qui n'a pas de pause, qui n'a pas de rythme, qui est la ligne droite de la fin de tout. Tu. Le moniteur montrait une ligne verte complètement plate. 0 battement. 0 pression. 0 vie. Léo gisait immobile. Il ne luttait plus pour respirer. Sa poitrine était calme. Sa peau, qui était grisâtre auparavant, avait maintenant la pâleur de cire de l'inerte. Stéphane entra dans la chambre en marchant lentement, comme s'il était sous l'eau. Il posa sa mère doucement sur une chaise sans cesser de regarder son fils mort. « Non, chuchota Théil. Jean-Pierre. Dis-moi que non. » Le docteur Jean-Pierre se retourna. Il avait les larmes aux yeux. Il retira son masque, révélant un visage vieilli de 10 ans en 1 heure. « Je suis désolé, Stéphane, dit-il d'une voix brisée. Nous avons tout fait. Le cœur s'est arrêté il y a 30 secondes. Il n'a pas répondu à la réanimation. Il est parti. » « Il n'est pas parti !» cria Stéphane en avançant vers le lit, bousculant le médecin. « Faites quelque chose. Défibrillez-le. Frappez-le. Ça ne sert à rien. » Jean-Pierre l'arrêta en le saisissant par les épaules, essayant de contenir la fureur du père. « Son cœur a éclaté, Stéphane.
Il n'y a pas d'activité électrique. Laissez-le se reposer. Il a assez souffert. Stéphane s'effondra sur la barrière du lit, sanglotant, agrippant la main froide et minuscule de son fils. Mon fils, pardonne-moi. Je suis arrivé trop tard. J'arrive toujours trop tard. À ce moment-là, Sandrine entra en titubant avec Chloé dans les bras. La fillette semblait inconsciente, mais en franchissant le seuil de la chambre, en entrant dans l'atmosphère de mort, les yeux de Chloé s'ouvrirent brusquement. Ce n'étaient pas les yeux d'une enfant effrayée, c'étaient des yeux anciens, profonds, brillants, avec une intensité fébrile. Chloé se tortilla dans les bras de sa mère, exigeant de descendre. Sandrine, épuisée, la posa au sol. La fillette faillit tomber, mais se retint en s'agrippant au pied métallique du lit. Le son du moniteur continuait de percer les oreilles de tous. Chloé regarda le médecin, puis regarda Stéphane qui pleurait sur le cadavre de son fils, et enfin elle regarda le bébé. La fillette émit un son guttural, un grognement d'effort, et commença à escalader les barreaux du lit d'hôpital. Non, cria Jean-Pierre instinctivement, essayant de protéger le corps. Petite, non, c'est trop tard. Laisse-le. Le médecin essaya d'attraper Chloé, mais Stéphane s'interposa. Il se leva, les yeux pleins de fureur et de désespoir, et poussa le médecin contre le mur. Laissez-la. Rugit Stéphane. Si elle veut le toucher, elle le touchera. C'est la seule chose qui lui reste. Chloé ignora les cris des adultes, monta sur le matelas. Ses genoux sales de boue tachèrent les draps blancs immaculés. Sa robe mouillée dégoulinait sur la stérilité de l'ambiance. C'était l'image de la vie imparfaite, sale et réelle, envahissant la mort aseptisée. Chloé rampa jusqu'à se trouver près du corps de Léo. Le bébé ressemblait à un pantin cassé. La fillette ne lui toucha pas seulement le nez cette fois, elle s'allongea à ses côtés. Elle passa son petit bras sale par-dessus la poitrine du bébé, l'enlaçant. Elle colla sa joue sale contre la joue froide de Léo. Elle ferma les yeux. La chambre plongea dans un silence sépulcral, seulement brisé par le sifflement continu de la ligne plate. Monique, depuis sa chaise, commença à réciter le « Je vous salue Marie » à voix haute, sa voix tremblante remplissant les vides de la douleur. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sandrine tomba à genoux sur le sol, joignant les mains, regardant sa fille avec terreur. Elle pouvait voir comment la couleur abandonnait le visage de Chloé. La fillette donnait quelque chose. Elle se vidait. Elle l'emmène, chuchota Sandrine. Elle entre dans l'obscurité pour lui. Stéphane observait en retenant son souffle. Il vit comment le corps de Chloé était secoué de légers spasmes. Il vit comment la fillette fronçait les sourcils comme si elle soulevait un poids immense, invisible. Le sifflement du moniteur continuait. Une seconde, 10 secondes, 30 secondes. Rien ne se passait. Le corps de Léo restait inerte. Le médecin baissa la tête, niant tristement. Stéphane, s'il vous plaît, sortez la petite, dit Jean-Pierre doucement. C'est macabre. Vous devez accepter. Mais alors, Chloé ouvrit la bouche. Ses lèvres sèches se séparèrent. Sa gorge, qui n'avait pas émis un mot en 2 ans, se contracta. Elle prit une bouffée d'air profonde, sonore, qui résonna dans toute la chambre, et cria. Ce ne fut pas un cri d'enfant, ce fut un ordre. Un mot chargé d'une autorité qui n'appartenait pas à ce monde, dit avec une voix rauque et puissante qui fit vibrer les vitres des fenêtres. Reviens. Le cri frappa les murs et à cet instant exact, le son du moniteur se coupa. Silence absolu. Tout le monde se figea. Le docteur Jean-Pierre regarda l'écran. Stéphane cessa de respirer. Bip. Un seul battement. Fort, haut. Une montagne verte apparut sur l'écran plat, brisant la ligne de la mort. Silence de nouveau. 2 secondes d'agonie. Bip. Un autre battement, plus fort. Et puis le corps de Léo s'arqua violemment sur le matelas. Le bébé ouvrit la bouche et une bouffée d'air entra dans ses poumons effondrés avec un bruit de succion désespéré, comme quelqu'un qui remonte à la surface après s'être noyé au fond de l'océan. Ouin. Les pleurs explosèrent dans la chambre. Des pleurs puissants, furieux, pleins de vie. Les pleurs d'un enfant indigné d'avoir dû mourir. Chloé,
épuisé, lâcha le bébé et tomba en arrière sur le matelas, évanoui, avec un sourire placide sur son visage sale. Le docteur Jean-Pierre se prit la tête entre les mains, reculant jusqu'à heurter le mur, glissant jusqu'au sol, pâle comme un fantôme. Impossible, balbutia-il. Cliniquement mort. Il était mort. Stéphane ne regarda pas le médecin, il se jeta sur le lit, mais pas pour enlacer son fils d'abord, mais pour caresser les cheveux de la fillette qui gisait inconsciente à ses côtés. Merci, sanglota Stéphane en embrassant le front sale de Chloé. Merci, mon ange. Merci. Monique se leva de sa chaise avec un sourire radieux, comme si ce qui venait de se passer était la chose la plus normale du monde. Elle marcha vers le lit, toucha le pied de Léo et regarda son fils. « Je te l'avais dit, mon petit Stéphane, » dit la vieille dame. « L'amour nettoie tout, même la mort. » Sandrine courut vers le lit pour vérifier l'état de Chloé, pleurant et riant en même temps. Le moniteur marquait maintenant un rythme cardiaque parfait, une symphonie de vie qui remplissait la chambre, effaçant pour toujours le son de la faim. Le miracle avait eu lieu et il n'avait pas coûté un seul centime. Les pleurs de Léo ne cessaient pas et pour Stéphane, c'était la plus belle symphonie qu'il ait jamais entendue. Chaque cri du bébé, fort, rose et exigeant, était un coup de marteau qui brisait un peu plus la carapace de glace qui avait enveloppé son cœur pendant des années. Le docteur Jean-Pierre, les mains tremblantes, s'approcha de nouveau du lit. Il n'agissait plus comme le chef de service arrogant, mais comme un étudiant de première année face à un phénomène qui dépassait ses manuels. Il plaça le stéthoscope sur la poitrine du petit. Il écouta, ferma les yeux, fronça les sourcils et écouta encore, déplaçant le disque métallique à différents points. « C'est parfait, » murmura Jean-Pierre, la voix étouffée par l'incrédulité. Il n'y a pas de souffle, pas d'arythmie. La congestion pulmonaire a disparu. C'est comme si. Comme s'il venait de naître à nouveau, comme s'il n'avait jamais été malade. Stéphane, qui restait agenouillé près du lit, caressant la main de Chloé, leva la tête. Son visage était méconnaissable sous les couches de boue séchée et de larmes. « Il est guéri ?» demanda-t-il, craignant que la réponse ne soit un rêve cruel. Non seulement guéri, Stéphane, il est rénové. Ses organes fonctionnent à 100%. Si je n'avais pas vu la ligne plate de mes propres yeux, je dirais que ce moniteur était cassé. Mais il ne l'était pas. Le médecin regarda Chloé, qui dormait paisiblement sur le matelas, étrangère à l'agitation. Ce qui vient de se passer ici n'a pas d'explication médicale. Cet enfant. Elle lui a donné son énergie, elle lui a littéralement transféré la vie. Sandrine, qui avait vérifié le pouls de sa fille avec une anxiété maternelle, lâcha un soupir de soulagement quand Chloé commença à bouger. Les paupières de la fillette battirent. Elle ouvrit les yeux, ses yeux bleus qui semblaient avoir vu l'autre côté du tunnel, et bâilla avec naturel, comme si elle s'était simplement réveillée d'une sieste dominicale. « Chloé !» chuchota Sandrine en caressant sa joue sale. « Mon amour, tu vas bien? Tu as mal quelque part ?» Chloé s'assit en se frottant les yeux. Elle regarda Léo qui était maintenant enveloppé dans une couverture propre par une infirmière qui pleurait en silence. Chloé sourit. Puis elle regarda Stéphane et fit alors quelque chose qui brisa la tension de la salle. Elle porta la main à son estomac et laissa échapper un petit rire. « J'ai faim, » dit Chloé. Sa voix était râpeuse par manque d'usage, mais claire. Stéphane éclata d'un rire hystérique, libérateur, qui se mêla aux sanglots. « Faim. » Stéphane se leva en titubant un peu. « Je t'achèterai le restaurant entier. Je t'achèterai une usine de chocolat. Demande ce que tu veux, ma petite. Demande ce que tu veux. » Monique, qui observait tout depuis sa chaise avec une sagesse tranquille, se leva et marcha vers son fils. Elle posa sa main ridée sur le costume italien ruiné de Stéphane, juste sur son cœur. « Elle n'a pas besoin d'une usine, mon fils, » dit Monique doucement. « Elle a besoin d'une soupe chaude et d'un lit propre. Et toi? Toi tu as besoin d'un bain et de demander pardon. Mais pas avec le chéquier. » Stéphane regarda sa mère. Pour la première fois depuis des années, il vit la femme qu'il avait élevée seule, pas la vieille dame gênante qu'il avait cachée dans un asile. Il vit la dignité dans ses yeux voilés. Puis il regarda Sandrine, la femme qui nettoyait ses toilettes, la femme qu'il avait humiliée et jetée à la rue sous la pluie. Elle était là,
soutenant la sauveuse de son fils. Stéphane sentit une onde si profonde qu'elle lui brûlait la peau. Il s'approcha de Sandrine. Elle se tendit instinctivement, serrant Chloé, s'attendant peut-être à un autre ordre, un autre cri, un autre billet jeté au visage. Mais Stéphane fit quelque chose d'impensable pour le grand Valois. Il s'agenouilla là, au milieu de la salle des soins intensifs, devant médecins et infirmières. Le millionnaire posa le genou sur le sol froid, tachant encore plus son pantalon, et baissa la tête devant l'employé de maison. « Sandrine, dit-il la voix brisée, je n'ai pas les mots. Il n'existe pas de chiffre en banque qui puisse payer ce que ta fille a fait et il n'existe pas assez d'argent dans le monde pour acheter le pardon pour la façon dont je t'ai traité. J'ai été un monstre. Un aveugle stupide et arrogant. Je t'ai humilié alors que tu étais la seule à avoir de la dignité. J'ai abandonné ma mère alors que tu as été la seule à prendre soin d'elle. » Sandrine le regarda d'en haut. Elle aurait pu profiter du moment, elle aurait pu lui cracher dessus. Elle en avait tout le droit. Mais elle regarda Léo vivant grâce à Chloé. Elle regarda Monique qui souriait, et son cœur, endurci par la vie mais doux par nature, s'attendrit. « Levez-vous, monsieur Valois, dit Sandrine d'une voix ferme, mais sans rancune. Ne vous agenouillez pas devant moi. Agenouillez-vous devant Dieu si vous voulez. Nous ne sommes que des personnes. » Stéphane leva les yeux humides. « Je te promets, Sandrine. Je te jure sur la vie de mon fils qui vient de revenir que plus jamais vous ne manquerez de rien. Mais pas comme une aumône, pas comme un paiement, mais parce que vous êtes la famille que je n'ai pas su valoriser. Si tu me le permets. Si tu peux me pardonner. Je veux que vous veniez à la maison. Pas à l'annexe de service. À la maison. » Sandrine hésita, regarda Chloé. La fillette mangeait un biscuit qu'une infirmière lui avait apporté, balançant les jambes, heureuse. « Chloé a besoin d'un foyer sûr, dit Sandrine lentement. Et Monique a besoin de son fils. Si nous venons, ce sera à mes conditions. Pas de cris, pas d'arrogance. Et Chloé ira à la meilleure école, une spéciale pour elle. »« C'est d'accord, dit Stéphane en se levant et en tendant la main, non comme un patron, mais comme un égal. »« D'accord. » Sandrine serra sa main. La main du millionnaire était douce et soignée, bien que sale de boue maintenant. La main de Sandrine était rêche et calleuse par le travail dur, mais dans cette poignée de main, ces différences s'effacèrent. Le docteur Jean-Pierre s'éclaircit la gorge, brisant le moment émotionnel pour revenir à la réalité médicale. « Monsieur Valois, bien que Léo semble miraculeusement parfait, je dois le garder en observation 24 heures. C'est le protocole. » Stéphane acquiesça, mais regarda ensuite son fils, qui dormait déjà paisiblement sans tube ni câble. « Très bien, Jean-Pierre. Restez avec lui cette nuit. Prenez-en soin comme si c'était le vôtre. Moi, j'ai quelque chose d'important à faire avant de revenir demain à la première heure. »« Où vas-tu » demanda Monique. « Travailler, mon fils ?» Stéphane sourit, un sourire triste, mais authentique, et embrassa le front de sa mère, laissant une tache de boue sur sa peau de papier qu'elle ne remarqua même pas. « Non, maman. Je vais préparer la maison. Je vais jeter beaucoup de choses à la poubelle et je vais rapporter quelque chose de très important que j'ai laissé oublier. Allons, Sandrine, je vous emmène, toi et Chloé, à l'hôtel ce soir. Le meilleur de la ville. Demain. Demain commence notre nouvelle vie. 6 mois plus tard. Le soleil du matin entrait à flot par les baies vitrées géantes de la grande maison de campagne des Valois, mais la lumière ne semblait plus froide ni stérile comme avant. Le marbre italien du sol, qui reflétait auparavant la solitude d'un homme obsédé par le succès, était maintenant couvert de tapis colorés, de jouets dispersés et de traces de vie. Dans le jardin, on entendait des rires. Ce n'étaient pas des rires polis de cocktails d'affaires, c'étaient des éclats de rire pur, enfantins. Léo, maintenant un bébé robuste et plein d'énergie de 6 mois, était assis sur l'herbe sur une couverture, essayant d'attraper un papillon. À ses côtés, Chloé, les cheveux blonds brillants et coiffés d'un ruban bleu, lui lisait une histoire. Elle ne lisait pas les mots exacts, mais elle lui racontait l'histoire avec ses propres mots, montrant les dessins et faisant des bruits d'animaux qui faisaient pousser de petits cris de joie au bébé. Et alors le lion a fait.